Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, focus sur l'un des secteurs les plus polluants de notre économie, la mode, un secteur en pleine mutation qui tente de manière plus ou moins sincère de se verdir. Alors les nouveaux étiquetages prévus par la loi peuvent-ils rendre les marques plus vertueuses? Les consommateurs sont-ils prêts à jouer le jeu malgré un engouement toujours plus grand pour la fast fashion? Réponse avec la fondatrice du cabinet Utopie. Les marques sont-elles prêtes à entamer leur révolution verte? Reportage chez Okaidi qui multiplie ses efforts pour créer des vêtements plus durables. Et puis pour réduire l'impact carbone, pourquoi ne pas rapatrier l'activité ici en France? Selon Guillaume Gibaud, le patron de Slip français, qui sera notre invité, les planètes sont alignées pour relancer l'industrie textile tricolore. Mais d'abord, tout ce qu'il faut savoir sur l'empreinte carbone du secteur de la mode, c'est parti. La mode, une industrie polluante, c'est le 6e secteur le plus polluant au monde. Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus. C'est 60% de plus qu'il y a 15 ans. Et cette activité n'est pas neutre. 4 milliards de tonnes de CO2 sont générées par an. C'est plus que tous les vols internationaux et le trafic maritime réunis. La mode, c'est aussi un gigantesque gâchis d'eau. Oui, pour produire un jean, il faut 7500 litres d'eau. Pour un t-shirt, 2500 litres, soit la consommation d'un Français en eau potable pendant 17 jours. Résultat, le textile est le 3e plus gros consommateur d'eau après la culture du blé et du riz. À ça, il faut ajouter les produits chimiques. La mode est responsable de 20% de la pollution d'eau potable à cause des teintures et produits de finition. Et une fois portés, nos vêtements continuent de polluer? Oui, le polyester, la matière la plus utilisée, relâche à chaque lavage 240 000 tonnes de microplastiques qui finissent dans nos océans. L'équivalent de 24 milliards de bouteilles plastiques. Et en fin de vie, on en fait quoi de nos vêtements? On se lasse vite. 48 millions de tonnes sont jetées chaque année dans le monde. En France, nous jetons en moyenne 12 kilos de textile par habitant et par an. La mode est-elle prête à faire sa révolution verte? Réponse avec vous, Elisabeth Laville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la fondatrice du cabinet de conseil en développement durable Utopie. On vient de le voir juste avant, l'industrie textile est très très polluante. Et en même temps, beaucoup d'enseignes, de plus en plus d'enseignes disent aujourd'hui utiliser des matières moins polluantes, du coton durable, des matières recyclables ou recyclées. Est-ce qu'il faut les croire, ces marques? Alors il faut Ou croire, c'est de la com? il est un peu les 2. Il faut croire à minima l'intention. La chose à regarder, c'est en fait le pourcentage de matières dites durables parmi la totalité des matières achetées. Donc quand on parlera peut-être du Fashion Pact tout à l'heure, qui est un engagement collectif, l'engagement pris par les marques, c'est 25% de matières premières durables à 2025. Mais quand on regarde une marque très engagée comme Picture, qui fait des vêtements un peu pour les sports Ouais. outdoor, eux, ils sont à 100% des vêtements qui contiennent au moins 50% de matières durables. On a des entreprises comme Chloé qui s'engagent sur 90% de matières durables à horizon de mémoire 2025 ou 2030. Donc en fait, c'est le pourcentage. Première chose à regarder qui compte, évidemment. Il y a la question de la matière, mais aussi la conception. Oui. Les modes de fabrication sont très polluants, énergivores, émettent des gaz à effet de serre. Là encore, est-ce que les marques font des efforts? Un tiers des marques est proprement incapable de dire d'où viennent les vêtements. Donc, si vous voulez travailler sur la partie production, il faut connaître non seulement votre fournisseur direct, mais le fournisseur de votre fournisseur, etc., etc. Avoir beaucoup d'informations, et ces informations-là ne sont pas disponibles. Je parlais de Picture tout à l'heure, qui est une marque outdoor. Eux, ils ont travaillé sur l'impact. Ils ont identifié que la filature, c'était, je crois, plus de 10% de leur bilan carbone, donc de leur impact sur le climat. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on aille travailler. On a un filateur de coton en Turquie. La Turquie, c'est un pays où l'énergie principale, c'est du charbon. Oui. Donc, ils ont dit, on va aller, je crois qu'ils sont associés à Decathlon d'ailleurs pour faire ça, qui avait le même fournisseur, convaincre ce fournisseur de passer à l'énergie solaire pour la moitié de ses approvisionnements. Ce niveau de finesse de travail, il commence tout juste dans l'industrie. Ouais, après, il y a la question en aval du recyclage. Oui. On est très en retard en France. 48 millions de tonnes de vêtements sont jetées. Mmh. Pour le coup, c'est dans le monde chaque année. Si on recycle mieux, on règle une partie du problème ou pas?
En fait, pas vraiment, on va Ah, peut-être en reparler, mais le vrai problème, de l'industrie, c'est ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire les oui. volumes de production, le nombre de collections, l'avalanche de promotions en continu et cetera. Historiquement, il y avait 2 collections par an. Aujourd'hui, sur certaines marques, on est à plus de 50. Donc c'est ça le problème principal et donc dire: «On va résoudre ça avec le recyclage», il est nécessaire le recyclage, mais c'est une toute petite partie, je l'ai dit, hein, la fin de vie, c'est une toute petite partie de l'impact. Ce qu'il faut, c'est Hem produire moins, avoir moins de et stock. bah, et par ailleurs, on recycle 1 à peu près de ce qu'on met sur le marché chaque année et ce qu'on met sur le marché chaque année augmente de 4 à 5 par an. Donc c'est pas le recyclage qui va résoudre le Ah, problème de l'impact. Il faut le faire, mais avoir conscience que c'est une partie d'un tout et plutôt une petite partie d'un tout. c'est intéressant. Julia Faure, c'est la marque Loom, la patronne de la marque Absolument, Loom, qui est très engagée. Elle dit: «Si on veut ouais. respecter les accords de Paris, là, c'est clair, la production vestimentaire doit être divisée par 3 d'ici 2050». J'ai du mal à imaginer les marques se tirer une balle dans le pied en réduisant autant leur chiffre Mais en d'affaires, fait, ce leur qui fait volume. à nouveau, c'est le sujet de la croissance-décroissance, il faut être sélectif. C'est qu'est-ce qu'on veut voir croître et qu'est-ce qu'on veut faire décroître? Ce qu'on voudrait faire décroître, c'est un très grand volume de vêtements qui augmentent très vite, qui sont vendus à très bas prix, dans Ouais, des conditions d'ailleurs environnementales et sociales, ouais, parce qu'on n'a pas parlé du douteuse, volet hein. social, douteuses. Et donc c'est possible demain pour une entreprise avec un chiffre d'affaires moindre, de gagner plus d'argent. S'il y a plus de marge sur les vêtements, s'ils sont plus qualitatifs, s'ils sont vendus plus cher, et cetera, vous pouvez en vendre moins Ouais. quantitativement, Faut-il que moins le souvent. consommateur ait les moyens aussi, hein, c'est de payer plus cher, hein. Oui, mais aujourd'hui, il y a un gaspillage vestimentaire comme on a un gaspillage alimentaire. Ouais, On a, je crois que c'est Marks& Spencer qui avait estimé ça en Europe, 50 des vêtements dans nos armoires qui sont portés moins d'une fois par an. mmh, Donc la question, c'est d'en avoir moins, ouais. peut-être des plus durables, auxquels on est plus attaché, qu'on fait réparer. Tout le monde a son jean, son pull fétiche, et cetera. On n'en a pas besoin d'autant, en fait. C'est ça Ouais. le sujet. Après pour, les marques, il y a la question des invendus qui sont Oui. souvent détruits, sauf que depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC interdit la destruction des textiles Oui. invendus. Est-ce que les marques jouent le jeu? Enfin jouent le jeu, est-ce qu'elles appliquent la loi? Pardon de dire, Alors, elles jouent le jeu pour la plupart, évidemment, parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Puis vous vous souvenez, il y avait eu le scandale de Burberry qui avait brûlé des invendus, et ouais, cetera. Donc, en termes de réputation, c'est pas terrible. Et pour cette raison-là, les marques ont quand même anticipé, d'ailleurs, la mise en application de la loi AGEC sur le volet que vous évoquez. Aujourd'hui, elles jouent le jeu. Alors, il y a eu des petits scandales médiatiques aussi, parce que beaucoup d'invendus sont donnés à des associations, du coup, finissent dans les pays du Sud, et en fait, finissent parfois dans des décharges sur les plages, au Ghana, et cetera. C'est pas terrible non plus. pour aider ou pour contraindre Ouais. les marques à être plus vertueuses depuis le 1er janvier, encore une fois en vertu de la loi AGEC et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui sur l'industrie, textile et sur l'habillement, il y a ce nouvel étiquetage, qui est obligatoire. Les marques sont censées donner tout un tas d'informations sur la provenance des produits. Est-ce que c'est effectif déjà? Ou est-ce qu'on est au tout début, en même temps on laisse un peu le Alors, là, on temps, est vraiment quelques jours après oui. la Mais est-ce qu'en l'arrivée de la 2023, il y aura un avant et un après? il y aura un avant, un après, en sachant que ça concerne les marques qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires de Ouais, mémoire, les pièces qui font plus de 25 000 pièces et les pièces nouvelles qui seront mises en vente à partir du 1er ouais, janvier. Autrement dit, tout ce qui est en magasin et en ouais, solde, en ce moment ouais. n'est pas concerné. On a beaucoup parlé des marques, Elisabeth Laville. J'ai envie de dire les consommateurs maintenant dans tout Oui. ça. Est-ce qu'il n'y a pas un comportement schizophrène, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, des consommateurs qui attendent des marques quand on les interroge, ils attendent des consommateurs que les marques soient engagées en faveur du climat, du développement durable et en même temps la fast fashion fait un carton. Les neurosciences nous disent qu'on a tous le cerveau un peu reptilien derrière et le cerveau préfrontal ici, Ouais, qui est capable de réfléchir, de faire des actes de consommation responsables, et cetera. Et qu'en fait, ce que nous enseignent les neurosciences, c'est assez fascinant, c'est qu'on ne peut pas activer les 2 zones en même temps. Autrement dit, si une marque me parle comme si j'étais un peu, très fast fashion, soucieuse d'avoir plus de fringues, mmh, pas chères, alors c'est cette partie-là du cerveau qui s'active et une fois que cette partie du cerveau est activée, je peux plus ouais, raisonner avec la partie préfrontale. Autrement dit, quand on dit: «Oui, mais les consommateurs veulent que», on a les consommateurs qu'on mérite. mmh. Si les marques demain parlent à l'intelligence de chacun, qui est en chacun, eh ben, elles auront des consommateurs plus intelligents et elles pourront mais évidemment, elles pourront mener des actes qui vont plus dans le sens de la consommation responsable et faire des choix qui vont moins dans le sens d'une espèce de fast fashion, frénétique. En revanche, elles peuvent pas faire les 2. Allez, merci beaucoup Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Topi. Merci à vous. Merci David.
On vient de le voir, l'industrie de la mode a un impact environnemental qui est absolument phénoménal. Pourtant, certaines marques ont fait le choix de réagir. Reportage notamment chez Okaidi, qui multiplie ses efforts pour créer des vêtements plus durables. Manu Lègre. Avec 100 milliards de vêtements produits chaque année, l'industrie textile serait responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Face à cette situation alarmante, 75% des Français veulent plus de transparence sur la provenance de leurs vêtements. Alors, depuis janvier 2023, la loi AGEC impose de nouvelles règles aux fabricants, comme par exemple indiquer si le produit contient des matériaux recyclés, s'il rejette des microplastiques lors des lavages, mais aussi les pays de tissage, de teinture et de fabrication. Un mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les marques de vêtements jouent-elles le jeu? Nous avons rendez-vous avec Pierre Dienot, expert en analyse environnementale et sociale. Alors nous avons face à nous un pull de l'ultra fast fashion. Alors qu'est-ce que l'ultra fast fashion? En deux mots, c'est une production effrénée, donc très rapide et à bas coût, de produits qui sont d'un premier abord attrayants, qui respectent les tendances, les modes. Les nouvelles mentions obligatoires sont accessibles depuis un QR code présent sur l'étiquette du vêtement. Un code barre que le client scanne avec son téléphone portable. On peut regarder de plus près ce qui est dit. Donc très bien. Donc ce QR code, une fois scanné, nous renvoie vers une page, à vrai dire, blanche. On espérait voir des informations sur la traçabilité, sur des allégations environnementales, sur des matières recyclées, une composition avec donc un détail. Mais ici, nous avons vraiment le niveau d'information le plus bas, c'est-à-dire vraiment la composition brute. Cette entreprise de l'ultra fast fashion est hors la loi d'un point de vue réglementaire. Pour ce manquement, cette marque risquerait une amende de 15 000 €. Mais pour les professionnels du secteur, cette nouvelle réglementation est difficilement tenable. Je pense que l'État les sanctionnera. Mais la grosse question, il ne faut pas se le cacher, c'est comment est-ce qu'on contrôle? Même si vous avez une étiquette d'une enseigne étrangère, d'une marque étrangère qui disent il y a 75% de recyclé, mon produit est parfaitement recyclable, je sais que ça a été fabriqué, disons, au Vietnam, etc. Je sais que c'est durable, etc. Comment vous le vérifiez? Alors que certaines marques ont du mal à se mettre au diapason, d'autres ont au contraire pris de l'avance. Nous sommes à Roubaix, chez Okaidi, une grande marque de magasins de vêtements pour enfants. Alors celui-là, c'est pas possible. Non. Ça, c'est vraiment... Mais ça, celui-là, oui. Celui-là, ça va. L'entreprise ne se contente pas uniquement d'appliquer la dernière réglementation, mais de s'aligner dès à présent sur celle de 2024, qui imposera aux marques de communiquer l'impact environnemental de chaque vêtement via un éco-score. Tous les consommateurs ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de comprendre ce qu'ils achètent. Alors ici, par exemple, on a une doudoune qui a un impact environnemental de B. B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre la matière qui est en polyester recyclé et sur toute la partie matelassage qui est en polyester recyclé, donc à base de bouteilles recyclées, on a gagné pas mal d'impact carbone par rapport à ce qu'on faisait avant, d'où cette cotation B. Alors ça coûte forcément un tout petit peu plus cher. Par exemple, typiquement le coton bio, ça coûte beaucoup plus cher qu'un coton conventionnel. Un polyester recyclé coûte aujourd'hui un peu plus cher qu'un polyester normal. Mais pour nous, c'est vraiment prendre de l'avance sur ces sujets-là. Et il n'est pas question aujourd'hui de revenir. Et on doit continuer à progresser, évidemment, en gardant le prix pour notre consommateur le plus attractif possible. La marque pour enfants s'est également tournée davantage vers le transport maritime, 13 fois moins polluant que le transport aérien. Pour réduire leur impact sur l'environnement, les entreprises peuvent donc agir sur les matières premières, le transport, mais aussi les stocks. Pas de soucis sur Asphalt, ça se tricote bien, pas de problème? Pas de problème. Pas de problème, tout va bien? Bon, impeccable. Asphalt s'est fait connaître grâce à sa démarche écologique. Consommer moins et mieux. Une promesse qui résonne chez le consommateur. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires qui frôle les 25 millions €. Asphalt est né en 2016 d'un constat que l'industrie textile produit énormément et beaucoup de ces produits finissent en stock d'invendus en fin de saison. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de faire de la précommande. Donc on ne produit que ce qu'on a vendu. Un modèle économique qui évite à l'entreprise le gâchis et qui lui permet de faire des économies sur le stockage. Tous les mardis, on lance un nouveau produit en précommande. On laisse sur le site pendant 1 mois. Les clients achètent sur le site des vêtements qui n'existent pas encore. Ils vont devoir prendre leur mal en patience.
On retire le produit de la vente, on fait la synthèse de toutes les quantités commandées par nos clients par taille, par couleur. On envoie la commande en usine, la confection commence. Pas un vêtement de plus ne sera fabriqué dans les ateliers. Le client devra patienter 3 mois avant de recevoir son achat, qui dans la mesure du possible sera fabriqué en France. C'est l'un des objectifs de la marque qui tente désormais de rapatrier une partie de sa production pour certains de ses produits phares. Fabriquer du textile en France, c'est aussi le choix du slip français. Bonjour Guillaume Gibaud. Bonjour. Merci d'être là, fondateur du slip français. On parlera de votre business évidemment juste après, mais d'abord je voulais vous faire réagir sur ce nouvel étiquetage prévu par la loi AGIEC depuis le 1er janvier. Les marques doivent afficher la provenance de leurs produits et là on se dit que c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises comme vous du textile qui produisent en France. C'est évidemment une bonne nouvelle, ça montre la complexité d'une filière. Quand on va du fil jusqu'au produit fini, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un vêtement, ça n'a plus vraiment de prix en fait. On en trouve à tous les prix, à 5 euros, à 10 euros, à 100 euros. Et aujourd'hui, je pense que dans le contexte macroéconomique qu'on vit, l'enjeu, c'est de raconter un produit qui est fait localement, qui crée de la valeur économique, qui crée des emplois, qui crée de la valeur sociale dans les territoires et qui a évidemment un impact carbone moindre puisqu'il est fabriqué plus près. Cette étiquette, est-ce qu'elle va pousser ou c'est un vœu pieux les marques à relocaliser en France? Un Elle doux f- rêve ou est-ce que ça peut contribuer quand Il y a même? une partie doux rêve, mais elle fait partie de ce qu'on vit depuis 10 ans, qui a été accéléré par le Covid, évidemment, de se dire il y a une prise de conscience générale des consommateurs prêts à acheter un peu plus cher pour un produit de meilleure qualité fabriqué plus près de chez eux. On sait que le Made in France, c'est 90% des gens qui sont prêts à acheter français, mais ils sont prêts à payer 10 à 15% plus cher. Donc on voit qu'il y a un gap entre les deux, et c'est vrai Ils que sont prêts à payer 10 à 15% ouais, plus cher alors que ça coûte en réalité. plutôt 50 ou 70% plus cher. Ouais. Donc il manque un bon morceau de pourcentage. Et c'est vrai que du coup, quand on arrive avec un étiquetage obligatoire, une mesure du bilan carbone sur l'étiquette, c'est autant d'éléments qui font progresser les gens vers un peu plus d'informations sur leur choix, de se dire qu'aujourd'hui, un t-shirt qui vaut 5 euros dans une grande enseigne versus un t-shirt fabriqué entièrement en France qui va valoir 35 euros. Le bilan carbone n'est pas le même, hein. Le bilan carbone n'est On pas le le même. rappelle d'ailleurs. Ouais, un t-shirt, ça va être 10 kilos par t-shirt fabriqué ailleurs. Un t-shirt made in France, c'est 5 kilos de CO2. Voilà. Donc, par t-shirt, ça peut être jusqu'à 5 kilos d'émissions en moins. Ouais. Après, il y a cette idée et c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Comment justement on résout l'équation quand on interroge les gens, ils sont prêts à payer 10-15% plus cher, mais ça coûte en réalité un produit made in France en textile 50% plus cher. Ok, il est de meilleure qualité, mais comment on fait pour L'équation, il y a différentes choses. Il y a d'abord une valeur d'usage, de faire des produits qui vont durer plus longtemps, qu'on va pouvoir réparer. Et puis Ah, mais ça, après, c'est un argument marketing ou c'est vrai, hein? non, ça c'est vrai et on le mesure, on fait des tests labo et on voit bien et quand on a visité les usines textiles en France et ailleurs, on voit bien qu'il y a plus de temps passé, plus de savoir-faire dans un produit fabriqué localement. Avec un secteur du textile français qui est en grande difficulté. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs risquent de mettre la clé sous la porte Ouais, aussi, hein. aujourd'hui, le contexte est très compliqué. Pour vous donner 3 chiffres, dans les années 90, il y avait 700 000 emplois textiles et habillement en On France. en est loin aujourd'hui, Voilà, hein. aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de milliers. Donc, on a perdu 85% des emplois en 30 ans parce qu'on est parti fabriquer de plus en plus loin pour de moins en moins cher puisque le consommateur regardait pas trop. Et puis, voilà, c'était pratique, ça fonctionnait très bien. Et puis, il y a des gens aussi bien en Europe de l'Est, en Afrique du Nord, en Asie qui ont exceptionnellement bien fait le boulot commercial aussi pour aller attraper ces volumes-là. Donc, aujourd'hui, quand on voit que le consommateur est prêt à nous suivre, comment est-ce qu'on peut réindustrialiser, s'appuyer sur des marques comme la nôtre et aussi, nous, c'est aussi une nouvelle activité qu'on démarre sur des acteurs plus importants, qui soient la grande distribution, puisqu'aujourd'hui, ce sont eux qui vendent le plus de vêtements en France, les marques de luxe, les marques de mode, qui ont toutes, dans le contexte économique qu'on vit actuel, plus la loi AGEC qui arrive, elles ont toute la préoccupation de relocaliser, de rapprocher une bonne partie de leurs approvisionnements, certaines 3%, d'autres 10%, mais on est en train de vivre ce bousculement de marché. Guillaume Gibaud, des vêtements made in France vendus plus cher à vous écouter, c'est donc pas une fatalité. Il faut quoi? Il faut investir dans des machines, il faut automatiser un maximum. En même temps, ça veut dire moins d'emplois aussi, hein. Il faut faire un peu de tout. Pour donner un ordre d'idée, en France, on met sur le marché 3 milliards de vêtements par an. Donc ça fait, je crois que c'est quelque chose comme 5000 pièces par minute. Donc à la caisse de toutes les hypermarchés de France, c'est 5000 Ouais. pièces minute. Donc c'est des volumes considérables. On a tous 10 kilos de fringues dans nos armoires. Donc déjà, il faut produire moins mais mieux. Vraiment de se dire, OK, on va penser un produit pour son usage. Si on met peut-être le symbole des hivers où le chauffage vient peut-être à manquer, je sais pas, une polaire ou une doudoune, de se dire, OK, on va fabriquer ce produit en pensant à l'usage, d'arrêter de se dire qu'on va mettre des paillettes, des strass, des doubles manches, et voilà, de se dire, revenir à l'usage d'un vêtement pour fabriquer un vêtement plus simple. Et là, l'industrialiser, trouver le bon outil industriel pour industrialiser. Et industrialiser, ça va être automatiser certaines parties.
la coupe, par exemple. Quand vous avez les rouleaux de tissu, bah, vous l'automatisez sur une machine numérique avec, voilà, et avec un outil français génial qui permet de gagner beaucoup de temps dans cette étape de découpe. Et après, garder de l'agilité et donc du travail de la main, de l'emploi avec des gens qu'on va former, qui sont des métiers manuels, sur certaines opérations et être en fait dans une agilité, encore une fois, sur un produit Mm. dont on a pensé l'usage, où on va industrialiser. On a toujours le savoir-faire en France. Certains disent qu'on a perdu nos compétences dans le textile, notre savoir-faire, avec les destructions de postes dont on a parlé, que notre appareil industriel est sinistré. Vous l'avez dit, on a perdu 80% des effectifs en 20 ans. Ouais, et ça, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, il y a encore voilà, un vrai bastion de résistants qui ont su voilà, s'adapter avec le temps. Moi, je l'ai vraiment vécu pendant l'épisode des masques et du Covid, qui a été un élément assez structurant pour notre filière. On l'a tous vu dans la presse, hein, trop de masques, pas assez de masques, voilà, Mmh. catégorie 1, catégorie 2. En tout cas, la filière textile française s'est mobilisée dès le début du premier confinement pour fabriquer des masques et a montré au grand public qu'elle était capable, en quelques jours, de mettre au point un produit quand même assez technique avec cette histoire de filtration, respirabilité, tout ça, et de fabriquer des centaines de millions. Moi, j'ai coordonné au sein du réseau Façon de Faire, dont j'étais le premier président, de la fabrication de 200 millions de masques et 12 millions de blouses. Ouais. Et là, on a vu c'est des dizaines de milliers de salariés qui sont revenus au boulot dans des conditions. Voilà, aujourd'hui, on a un peu de recul, mais à l'époque, les premiers jours du confinement, c'était quand même pas easy. Ouais. Et on a vu que cette filière était capable du jour au lendemain de fabriquer des volumes industriels par milliers, par centaines de milliers, et de se mettre en ordre de bataille sur un produit assez complexe, mais en tout cas, elle a la capacité d'avancer. Derrière, il y a eu le plan de relance, il y a eu plus de 700 projets, plans de relance du gouvernement qui ont été déployés dans la filière. Donc il y a de l'innovation, il y a des nouvelles générations d'entrepreneurs, Il y a une entrepreneuses qui créent des envie boîtes. des Il y entreprises a de une envie. relocaliser de plus en plus. Ouais. Alors, tout ou partie de la chaîne de production, évidemment. Et nous, l'enjeu, et moi, le débat enfin, la vision que je porte, c'est de se dire, on ne pourra pas relocaliser 100% des productions textiles à 24 mois ou même plus. Mais si par contre on se dit, on va chercher ne serait-ce que 5% des volumes de vêtements fabriqués en France et cela on les relocalise à 24 mois, là, on reconstruit sérieusement une filière. Aujourd'hui, c'est 3% des vêtements, des 3 milliards de vêtements, seulement 3% sont fabriqués en France. Si on arrive à faire passer ce chiffre de Ouais. 3 à 5 Ouais. à 18 mois, voilà, on sera tous déjà très contents et ça nous permet voilà, de renforcer les entreprises existantes, de remplir les carnets de commandes, de mettre des possibilités d'investissement en face. Et je pense qu'on a de quoi redémarrer une filière efficace. Allez, merci beaucoup. Guillaume Merci Gibaud, à vous. donc fondateur du slip français. Merci à vous. Merci. Alors, on l'a vu, les marques sont toujours à la recherche de nouveaux matériaux toujours plus innovants et green. Focus sur une nouvelle matière qui nous vient, et oui, de nos pâturages. Fabriquer une robe avec du lait, l'idée semble saugrenue et pourtant c'est très sérieux. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors le Centre national de l'économie laitière et le Centre européen des textiles innovants sont en passe de réussir un pari assez fou, lancer une filière textile à partir de lait. Et oui, face à l'urgence climatique, la mode recherche sans cesse des nouvelles matières plus responsables et elle lorgne désormais du côté de la nature. Alors vous avez par exemple la toile d'araignée qui pourrait devenir une alternative à la soie, la pomme qui remplace déjà le cuir chez certaines marques véganes. On peut également citer le pissenlit comme caoutchouc nouvelle génération et donc aujourd'hui le lait ou plus précisément la protéine de lait qui s'appelle la caséine. Et l'idée n'est pas nouvelle, elle remonte à l'entre-deux-guerres. Exactement. Alors dans les années 30, un chimiste italien parvient à transformer donc cette fameuse protéine de lait en fibre. Il va se lancer dans la fabrication de vêtements, notamment pour les blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'il utilise beaucoup d'adjuvants chimiques. Du coup, son fil devient cassant et friable. Et finalement, il abandonne le projet. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans les années 2000. Exactement. Alors, c'est deux sociétés, une italienne et une allemande, qui redécouvrent ce procédé. Alors, ils utilisent moins de solvants chimiques, mais toujours un peu. Et il faut attendre 2020 pour que des Français reprennent le procédé pour le rendre totalement green. Alors, ces Français, ce sont deux acteurs qui, a priori, n'avaient rien en commun. Il s'agit du CNIEL, qui représente les professionnels du lait en France, et le CETI, qui est le Centre de recherche européen du textile innovant. C'est un peu le choc entre deux mondes. Racontez-nous cette rencontre. Exactement. Alors, le CNIEL, au départ, l'idée vient de lui, il souhaite valoriser, en fait, le lait impropre à la consommation. Il faut savoir que 7000 tonnes de lait partent chaque année à la poubelle. Alors, pas parce qu'il est périmé, tout simplement parce qu'il ne répond pas à certains critères de production. Du coup, pour lutter contre ce gâchis, il se dit, tiens, pourquoi pas la mode? Il contacte le CETI et ensemble, ils mettent au point donc ce fameux procédé totalement propre. Alors, quel est ce procédé? Comment on transforme le lait en vêtements? Alors, j'ai envie de vous dire qu'au début, c'est un petit peu comme le fromage. En fait, on va d'abord isoler la protéine de lait. On va y ajouter un acide. On va ensuite faire sécher cette préparation qui va devenir une poudre à laquelle on va ajouter un solvant vert. Le mélange est alors plongé dans un bain de coagulation. La matière coagule et magie, vous obtenez un fil à partir duquel vous allez pouvoir fabriquer des pelotes, des bobines et donc du tissu.
Incroyable. À quoi est-ce qu'il ressemble ce tissu? Est-ce qu'il a la couleur du lait? J'espère pas Non, l'odeur. il n'a pas l'odeur du lait caillé, il n'a pas d'odeur du tout, je vous rassure. Côté couleur, il ressort sous un joli blanc crémeux, mais peut tout à fait être teint. Sa fibre est douce, confortable et peut être portée aussi bien l'hiver que l'été. Sinon, il est antibactérien, antistatique, hypoallergénique et même biodégradable et compostable, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un tissu. Il est également très résistant et thermorégulant. Mais la belle surprise, David, c'est son rendu fluide, léger, soyeux, rafraîchissant comme de la soie. Et d'ailleurs, il a tout de suite séduit le célèbre créateur Mossi Traoré, qui a fait sensation à la dernière Fashion Week avec donc des créations à base de lait, créations qui d'ailleurs ont été vendues à l'automne dernier, au printemps, à Paris. C'est génial tout ça. La filière française, il y a une filière française dans tout ça, où en Alors, sont justement le le CNIEL CETI et le CNIEL, et le effectivement. CETI. Alors, tout est quasi prêt. Le CETI a investi dans une machine très performante qui va lui permettre un tissage à grande échelle. Le lieu, il est déjà choisi. Ce sera Roubaix, l'ex-capitale du textile, qui d'ailleurs est en train de renaître de ses cendres en ce moment avec tout un tas de projets made in France éco-responsables. Et puis, la Normandie devrait également suivre avec, à terme, des fibres au bon lait de Normandie. Donc, vous voyez, tout se fait au niveau local, avec l'idée toujours de développer l'activité dans des bassins laitiers. Est-ce que c'est rentable de fabriquer des vêtements en fibre de lait? Alors, ce qui coûte cher pour l'instant, c'est le solvant. La matière première, elle, on en a à profusion. Je vous disais, 7000 tonnes de lait par an. Pour une tonne de lait, il faut compter 16 kilos de fil et 61 mètres d'étoffe. L'idée maintenant, donc, c'est d'industrialiser le procédé pour vite le rentabiliser. Mais on va pas se mentir, David, c'est vrai que ces vêtements en fibre de lait sont des produits quand même premium, qui sont à mi-chemin, on va dire, entre la laine qui est vendue 4 € le kilo et la soie vendue 62 € le kilo. Bon, maintenant, les marques, est-ce qu'elles sont prêtes à se lancer? Écoutez, lors de sa présentation au secteur en juin dernier, la fibre de lait a fait sensation du côté du prêt-à-porter, également de la haute couture, mais aussi de la fast fashion. Alors, des discussions très avancées seraient actuellement en cours, mais pour l'instant, rien n'est officiel, donc c'est pour ça que le CETI ne souhaite pas donner de marque. En tout cas, si ça marche, ça sera un cercle véritablement vertueux. Le lait ne terminera plus à la poubelle. L'éleveur, lui, au lieu de jeter à perte, touchera une rémunération de l'ordre de 20 centimes par litre de lait. Et puis, la mode pourra compter sur une matière 100% compostable et biodégradable, et green, bien sûr, avec cerise sur le gâteau, une nouvelle filière en France et donc des emplois à la clé. Ainsi, tout le monde serait gagnant. Exactement. Merci, Émilie. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Émission à voir ou revoir sur Public Sénat. Le replay, c'est toujours publicsena.fr. Nous, on se retrouve dans 2 semaines.